Introduction. Rejoignez la révolution des écoles créatives. Alors, pourquoi tant d'enfants détestent-ils l'école, alors que, par nature, les enfants adorent apprendre? Est-ce que l'éducation doit forcément être aussi rigide et intimidante? Ken Robinson et Lou Aronica dans Creative Schools nous montrent une alternative. Les écoles traditionnelles, avec leurs emplois du temps stricts, leurs évaluations fréquentes et leurs méthodes uniformes, n'ont jamais été conçues pour inspirer une joie d'apprendre ou stimuler la créativité. Heureusement, il existe une autre voie, les écoles créatives. Mais attention, une école créative, ça signifie pas simplement ajouter quelques heures de dessin entre deux cours de maths. C'est une approche qui repense complètement la manière d'apprendre, en s'éloignant des méthodes classiques. Et l'idée, c'est de créer un environnement éducatif qui est adapté à chaque élève, en expérimentant de nouvelles façons d'enseigner où tout le monde apprend, les enseignants, les parents et même les écoles elles-mêmes. Merci pour cette introduction. Dans le premier chapitre, on va explorer pourquoi le système éducatif classique est éloigné de sa mission initiale et comment il est temps de redonner à l'apprentissage toute sa vie et sa joie. Chapitre 1. L'éducation formelle façonnée par les besoins de l'industrie. Alors, comment le système éducatif moderne est-il né ? Est-ce qu'il est vraiment destiné à cultiver la créativité et les talents individuels ? Eh ben, pas du tout. En fait, l'éducation formelle, comme on la connaît aujourd'hui, elle est née pour répondre aux besoins des industries. Pendant la révolution industrielle des 18e et 19e siècles, les gouvernements occidentaux avaient un objectif clair, préparer des jeunes à travailler dans des usines. C'était une époque où seuls les privilégiés recevaient une éducation formelle, mais avec l'essor des industries, il fallait que les ouvriers aient des compétences de base comme savoir lire, savoir compter, comprendre les informations techniques, etc. Et comme la production industrielle reposait sur la conformité et sur les processus linéaires, l'éducation a suivi exactement le même modèle. Donc en fait, le système scolaire a été conçu un peu comme une sorte de chaîne de montage, c'est ça ? Ça oui, et les écoles modernes, elles étaient structurées pour ressembler à des usines avec des emplois du temps stricts, des lignes directrices qui étaient rigides et une production de résultats qui était mesurée. Et cette logique, elle persiste encore aujourd'hui avec le mouvement des standards. Ce mouvement, apparu dans les années 1980, il a pris de l'ampleur autour de l'an 2000, quand plusieurs pays occidentaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont obtenu de très mauvais résultats dans les tests PISA, les tests PISA. Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Plutôt que de se concentrer sur les besoins individuels des élèves, les systèmes éducatifs ont redoublé d'efforts pour créer des normes universelles. Par exemple, on a décidé que chaque élève de 3e devait maîtriser l'algèbre et prouver ses compétences à travers des tests à l'échelle nationale. C'est comme si l'éducation était gérée comme une usine où les élèves devaient tous atteindre les mêmes objectifs et de la même manière. Ok, mais si le système entier, le système éducatif, a été conçu pour les besoins de l'industrie, où est-ce qu'on en est de la créativité et de l'individualité du coup ? Eh ben, c'est tout le problème. Dans le prochain chapitre, on va voir comment cette approche standardisée a étouffé la curiosité et le potentiel des élèves et pourquoi il est temps de réinventer l'éducation pour libérer cette fameuse créativité perdue. Ok, donc ici on comprend que l'éducation moderne a été façonnée pour des besoins industriels, mais qu'elle doit maintenant évoluer pour répondre aux besoins des individus eux-mêmes. J'ai hâte de découvrir comment on peut réinventer tout ça. Chapitre 2. Une éducation trop standardisée pose de sérieux problèmes. Alors, pourquoi est-ce que c'est si problématique de vouloir que tout le monde suive le même modèle éducatif ? Eh ben, imagine que tu donnes un nouvel appareil, par exemple un micro-ondes, à plusieurs amis différents. Chacun aborderait différemment sa mise en place. Certains liraient le manuel dès le début, d'autres chercheraient des infos sur Internet, et d'autres encore commenceraient directement à l'utiliser, à jouer avec. Ce petit exercice, il montre qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Pourtant, les écoles traitent les enfants comme si c'était le cas. Et en plus, on attend de ces élèves qu'ils apprennent tous en restant assis,
en écoutant un professeur expliquer des concepts sans tenir compte de leur style d'apprentissage individuel. Et est-ce que tous ces élèves sont au même niveau? Ça pose un autre problème, non? Ils sont pas forcément au même niveau dans chaque matière. Eh ben non, en effet, pas du tout. Certains élèves de CP, par exemple, peuvent être vraiment très avancés en maths, mais avoir des difficultés en lecture. Ou ça peut être l'inverse, évidemment. Eh ben, pourtant, tous ces élèves sont regroupés par âge, pas par niveau de compétence. Et c'est là que le problème de la standardisation, il devient évident. En s'appuyant presque exclusivement sur les exercices et des tests qui sont uniformes, les mêmes pour tous les élèves, le système finit par détruire la créativité des élèves et les pousse à se désengager même de l'éducation. Et quand un élève est désengagé, il n'apprend plus rien. Et qu'est-ce qu'on peut dire des élèves qui sont issus de milieux plus défavorisés? Eh ben, pour eux, évidemment, c'est encore plus difficile. Le système éducatif actuel, il les dessert encore davantage. Il les laisse des fois échouer, voire décrocher du système. Même ceux qui finissent par réussir à obtenir un diplôme universitaire peuvent découvrir que ça garantit pas forcément d'avoir un emploi de nos jours. Clairement, il y a quelque chose qui doit changer. Ah bah oui, c'est un constat plutôt fort. Alors, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette standardisation pour mieux répondre aux besoins des élèves? Eh ben, c'est justement ce qu'on va explorer dans le prochain chapitre. On va voir comment redonner à l'apprentissage une dimension plus personnelle et plus adaptée pour chaque individu. Ok, donc jusqu'ici, on a compris que la standardisation étouffe la créativité et ignore les besoins et les différences individuelles. J'ai hâte de voir comment on va y remédier. Chapitre 3. L'agriculture biologique repose sur 4 principes facilement applicables à l'éducation. Alors, comment l'agriculture biologique peut-elle nous inspirer pour réinventer le système éducatif? Eh ben, c'est une belle analogie. Pense à une ferme industrielle. Tout est axé sur les résultats. Autant les cochons grandissent rapidement, peu importe leur santé ou l'impact sur l'environnement, et c'est un peu la même chose avec l'éducation de masse aujourd'hui. L'unique but, c'est les résultats des tests et le nombre de diplômés au final. À aucun moment, on se demande et on se soucie du développement global des élèves. Mais il y a une alternative. Les écoles peuvent s'inspirer des 4 principes de l'agriculture biologique. Ces 4 principes, c'est la santé, l'écologie, la justice et le soin. Par exemple, en agriculture bio, on cherche à améliorer la vie de tous les acteurs impliqués, les agriculteurs, les consommateurs et même l'environnement. Appliquer à l'éducation, ça signifierait développer l'élève dans sa globalité, physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Et qu'est-ce que ça donne concrètement dans une école? Eh bien, regarde l'exemple de la Grange Primary School à Nottingham. Cette école, elle fonctionne presque comme une petite ville dirigée par ses propres élèves. Il y a un conseil, un journal et même un marché alimentaire au sein de l'école. Les enfants, ils y apprennent des compétences très variées, allant des relations sociales à l'arithmétique. En plus, cette école, elle met l'accent sur l'équité. Elle valorise tous les élèves, pas seulement ceux qui réussissent académiquement. Les enseignants et les mentors traitent les élèves avec beaucoup de compassion. Ils leur offrent en gros les meilleures conditions pour se développer en tenant compte de leurs besoins à chacun, de leurs besoins individuels. Ok, mais qu'est-ce que peut faire un seul enseignant dans une école qui n'est pas encore aussi innovante? Eh ben, ça c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. On va explorer des stratégies simples que chaque enseignant peut utiliser pour cultiver la curiosité et la créativité de ses élèves, même dans un système qui est encore très conventionnel. Ok, donc ici on apprend que l'éducation, comme l'agriculture bio, peut se concentrer sur la santé et sur le bien-être global, plutôt que sur des résultats à court terme. Et ben j'ai hâte d'en savoir plus sur les solutions concrètes dans le prochain chapitre. Chapitre 4. Les enfants sont des apprenants nés et le rôle d'un enseignant est de les guider. Alors, comment l'éducation peut-elle tirer parti de cette curiosité naturelle chez les enfants? Eh bien, les enfants naissent avec une envie innée d'apprendre. Regarde les bébés, ils explorent tout ce qu'ils peuvent toucher. Et c'est de cette curiosité
qu'ils apprennent à parler ou à marcher au final. Cette soif de découverte, elle va bien au-delà de la petite enfance. Un exemple fascinant, c'est l'expérience menée par Sugata Mitra en 1999. Il a installé un ordinateur dans un bidonville en Inde et uniquement en anglais, une langue que les enfants ne connaissaient pas du tout. En quelques heures, ces enfants ont compris comment utiliser l'ordinateur pour jouer dessus, pour lire de la musique et pour apprendre. Ah oui, donc même avec une barrière de langue, les enfants aiment apprendre et découvrir des nouvelles choses. Mais du coup, pourquoi il y a autant d'enfants, autant d'élèves qui semblent s'ennuyer vraiment en classe ? Eh bien parce que trop souvent, l'éducation, elle ne nourrit pas cette curiosité naturelle, elle l'éteint à l'inverse. C'est là que le rôle de l'enseignant est essentiel. Un bon enseignant agit comme un jardinier. Il ne force pas les enfants à pousser, mais il crée un environnement où leur croissance est possible. Par exemple, un enfant passionné de baseball, il pourrait mieux comprendre la physique si il apprend à calculer les trajectoires des balles courbes. En s'appuyant sur les centres d'intérêt des élèves, les enseignants peuvent rendre l'apprentissage beaucoup plus pertinent, beaucoup plus engageant, beaucoup plus sympa et du coup augmenter l'engagement que ces élèves ont. Donc il faudrait adapter le contenu des cours, mais aussi essayer d'établir une relation forte avec les élèves, c'est ça ? C'est ça, les attentes d'un enseignant et sa relation avec les élèves, c'est des moteurs très puissants. Un élève travaillera beaucoup plus dur si son enseignant favori croit en lui. En plus de ça, les grands enseignants, ils comprennent que chaque élève a besoin de méthodes très différentes. Par exemple, un coach de basket peut réaliser qu'il vaut mieux montrer un tir que simplement le décrire. Et enfin, c'est crucial d'apprendre aux élèves à avoir confiance en eux et à être créatifs et à rester face aux défis. Ok, et qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre ? On va parler des moyens concrets que les enseignants et les écoles peuvent mettre en œuvre pour rendre l'éducation beaucoup plus dynamique et mieux adaptée à chaque individu. Ok, super. Donc ici, on retient que les enseignants doivent guider, doivent encourager et nourrir la curiosité naturelle des élèves pour les aider à s'épanouir pleinement. J'ai hâte de découvrir les solutions pratiques dans le prochain chapitre. Chapitre 5. Les écoles devraient enseigner 8 compétences fondamentales, en commençant par la curiosité, la créativité et la critique. Alors, pourquoi passer des matières traditionnelles à des compétences ? Parce que l'avenir est incertain. Les matières qu'on enseigne aujourd'hui, elles vont pas garantir que les élèves auront les outils pour naviguer dans le monde de demain. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur des compétences qui les aideront à relever n'importe quel défi, social ou économique par exemple, qu'ils pourraient rencontrer beaucoup plus concrètement dans leur vie. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les 8 C. Ok, donc il y en a 8. Et si on commençait par les 3 premiers, la curiosité, la créativité et la critique. D'abord, la curiosité, c'est une qualité que les enfants possèdent déjà naturellement. Le rôle de l'école, c'est donc de la nourrir en encourageant les élèves à explorer le monde, à poser des questions et à analyser ce qu'ils trouvent. Ensuite, il y a la créativité. L'histoire nous montre que la créativité est essentielle à tout progrès culturel, qu'il s'agisse de l'invention de l'écriture ou de la montée d'Internet. Alors que les problèmes auxquels les élèves feront face deviendront de plus en plus complexes. Leur capacité à imaginer et tester des solutions, elle va être cruciale. Enfin, la critique, c'est quand on est entouré d'un flux constant d'informations. Et il est vital que les élèves apprennent à différencier les faits des opinions et à tirer leurs propres conclusions. Ça signifie aussi savoir remettre en question les données qu'ils rencontrent tous les jours. Ok, mais concrètement, comment les écoles peuvent-elles enseigner ces compétences tout en restant accessibles pour leurs élèves ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, où on va approfondir les autres compétences clés et où on va explorer comment les intégrer dans un système éducatif moderne. Ok, donc ici, on comprend que pour préparer les élèves à l'avenir, il est essentiel de se concentrer sur des compétences transversales comme la curiosité, la créativité et la critique, et j'ai hâte d'en apprendre davantage dans le prochain chapitre sur les autres C. Chapitre 6.
les 5 dernières compétences aident les élèves à devenir de meilleurs membres d'équipe et de meilleurs citoyens. Alors, comment est-ce que les écoles peuvent-elles répondre à ces attentes élevées ? L'éducation a 4 fonctions principales. D'abord, aider les élèves à développer leurs talents individuels. Ensuite, contribuer à l'économie en formant une main-d'œuvre innovante et qualifiée. Ensuite, en troisième, permettre aux élèves de comprendre et d'apprécier les différences des autres. Et enfin, former des citoyens engagés et compatissants. Mais ces objectifs, ils ne peuvent pas être atteints sans enseigner des compétences clés supplémentaires. Ah, nous y voilà donc. Quelles sont ces fameuses compétences ? Commençons par la communication. Les élèves doivent apprendre à s'exprimer clairement, que ce soit à l'écrit, en public ou à travers des formes créatives comme la musique. Mais c'est pas tout, ils doivent aussi savoir collaborer. Par exemple, dans les meilleures écoles, les élèves travaillent sur des projets en équipe, où ils apprennent à négocier entre eux, trouver des compromis, résoudre des conflits, etc. Ensuite, il y a la compassion, une qualité essentielle pour créer des relations solides. Les enfants empathiques, par exemple, comprennent à quel point c'est douloureux de se faire intimider et sont du coup moins enclins à reproduire ce comportement sur d'autres. Les écoles peuvent aussi enseigner des pratiques comme la méditation ou d'autres techniques de pleine conscience pour aider les élèves à se connecter à leurs émotions. Enfin, il y a la citoyenneté. Et il ne s'agit pas seulement de comprendre la politique, mais aussi d'agir contre l'injustice et de contribuer à sa communauté. Un bon exemple, c'est celui de la Grange Primary School, encore une fois, où les élèves dirigent leur propre conseil municipal. D'accord, et quelles sont les prochaines étapes pour que ces compétences soient intégrées dans l'éducation ? Dans le prochain et dernier chapitre, on va examiner comment réorganiser complètement les écoles pour qu'elles répondent aux besoins réels des élèves et de la société. Super, donc ici on voit que la communication, la collaboration, la compassion et la citoyenneté, c'est des qualités essentielles pour préparer les élèves à devenir des membres actifs et responsables de la société. J'ai hâte de découvrir comment tout ça peut être mis en pratique dans le dernier chapitre. Chapitre 7. Tout le monde peut contribuer à améliorer nos écoles. Alors, comment différents acteurs peuvent-ils participer à transformer l'éducation ? L'amélioration des écoles, c'est pas seulement l'affaire des enseignants ou des élèves. C'est les directeurs qui jouent un rôle essentiel et qui façonnent l'environnement d'apprentissage. On peut prendre l'exemple de Richard Gerver, le directeur de la Grange Primary School. Il avait une vision, transformer l'école en une ville modèle dirigée par les élèves. Son objectif, c'était que les enfants apprennent à travers des activités réelles, ce qui donne à chacun le sentiment que leurs actions quotidiennes ont un but plus grand. Mais est-ce que les directeurs, c'est finalement les seuls à vraiment pouvoir transformer les écoles ? Absolument pas. Les décideurs politiques peuvent également jouer un rôle crucial. Bien qu'ils travaillent souvent dans des cadres structurels très rigides, ils peuvent collaborer avec les écoles et les communautés pour apporter des ressources et de la liberté aux établissements. Par exemple, en Caroline du Sud, un quart des élèves du secondaire ne terminaient pas les études en temps normal. En 2012, des éducateurs ont demandé de l'aide au State Board of Education. En réponse, des politiciens ont impliqué une ONG, des enseignants, des parents et des responsables locaux pour recueillir des idées sur la manière d'améliorer les écoles. Grâce à cette collaboration générale, un plan d'action a été mis en place et les changements sont maintenant en cours dans tout l'État. Donc, c'est vraiment une question de travail collectif au final, où chacun joue un rôle. C'est ça, quand les directeurs, les enseignants, les parents, les élèves et les décideurs politiques travaillent ensemble, ils peuvent transformer les écoles pour qu'elles répondent mieux aux besoins de tous les élèves. Et c'est en combinant tous ces efforts qu'on pourrait réellement réinventer l'éducation. Ok, donc ici on voit que l'amélioration de l'éducation, ça repose sur une collaboration à tous les niveaux, du directeur à la communauté locale. Merci pour ce snap, on passe à la conclusion. Dans ce snap sur
Creative Schools de Ken Robinson et Lou Aronica, on a vu que l'éducation traditionnelle axée sur l'efficacité maximale ne fonctionne plus de nos jours. Les humains sont des individus avec leurs propres besoins et leurs propres talents. Et il est temps de personnaliser nos méthodes d'enseignement. L'objectif, c'est de favoriser la curiosité et les compétences naturelles de chacun des élèves individuellement. La question, ce serait de savoir comment appliquer ces idées dans le monde réel. Et une solution simple, ce serait de laisser les élèves s'enseigner entre eux. Parce que les élèves, c'est souvent les meilleurs professeurs parce qu'ils comprennent mieux les difficultés que leurs camarades traversent et ils ont récemment surmonté ces difficultés eux-mêmes. La prochaine fois que vous devez enseigner un sujet complexe, essayez de déléguer cette tâche à quelqu'un qui l'a aussi récemment maîtrisé. Ça peut transformer la manière dont les connaissances se partagent. Merci d'avoir écouté ce snap sur Creative Schools. Continuez à réfléchir, continuez à innover et surtout à réimaginer ce que l'éducation pourrait être. Merci beaucoup pour ce résumé très inspirant. On se retrouve avec plaisir dans un prochain Snap.